L'enregistrement est en cours. Alors, rebonsoir à tous. Je pense qu'on peut démarrer la session à 15h10. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez intégrer des réactions. Ok, c'est bon. Bonsoir, je réponds au nom de Mohamed Ndiaye, actuellement étudiant en master de informatique, option génie logiciel à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce meet-up, pour notre premier meet-up, bien sûr, dans le cadre du programme Galsen AI Ambassador. Donc, nous sommes à l'Université Moderne de Thiès, bien sûr. Donc, nous sommes en étroite collaboration avec le Galsen AI Ambassador de l'EPT. Donc, par ailleurs, moi, je suis l'ambassadeur à l'UIDD avec Moussa. Et Moussa, si tu es en ligne, tu peux te présenter vite fait. Et Alga aussi, ambassadeur Galsen AI à l'EPT. Si vous êtes là, vous pouvez juste allumer votre micro, vous présenter et c'est bon quoi. Allô, allô. Je pense qu'ils ne sont pas là, hein. Ok, bon, je pense qu'ils ne sont pas là. Je pense que je peux continuer. Alors, c'est une initiative qui vise à promouvoir l'intelligence artificielle, surtout à sensibiliser les étudiants et à créer surtout une communauté autour de ces technologies, à savoir l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Sûrement, c'est un Joben, quoi. Ok, je disais que l'initiative, c'était vraiment pour booster et surtout pour promouvoir l'intelligence artificielle et à sensibiliser surtout les étudiants à créer une communauté autour des technologies de l'intelligence artificielle. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu présent pour ce meet-up. Donc, avant même de commencer, j'aurais vraiment besoin de votre avis par rapport, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à votre compréhension de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse vraiment établir les bonnes bases et continuer ce meet-up. Donc, je vais essayer de lancer un sondage, si possible. Je pense que c'est possible. Donc, euh, je peux... Oui, c'est bon. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, Charles. Oui, Charles. Ok, il s'est trompé sûrement. Donc, je pense que je l'ai mis sur le chat. Vous pouvez voir le chat et cocher peut-être votre niveau, ou bien vous pouvez même prendre la parole pour nous expliquer votre niveau en intelligence artificielle, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur une échelle de 1 à 5, hein, vous pouvez même le mettre sur le chat. Donc, si c'est 1, ça veut dire que vous ne comprenez pas du tout qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Si c'est 2,
vous êtes un master là-dessus, quoi. Vous pouvez interagir sur le chat. Ça- 0,5, ça, par contre, c'est un cas critique, hein. Là, on a vraiment un cas critique. Zéro. Non, non, ça, par contre, c'est pas du tout bon signe. S'il vous plaît, les autres. Donc, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous êtes des masters là-dessus. Hum. Au moins, au, au moins, il y a des gens qui ont mis un, quoi. Mais 0,5, vraiment, c'est des cas communautaires. Moins 2. Ok, ok, merci. Bon, merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Donc, 3 A. Au moins, il y a une personne qui a mis 3. Ça, c'est bon signe. Je dis tout juste, c'est quoi la question? Zéro. En fait, la question, c'est juste de savoir votre niveau en intelligence artificielle, donc ce que vous comprenez. Donc, sur une échelle de 1 à 5. Par contre, des autres, ah ouais, 4 quand même. Je peux même te laisser ma place, hein, pour que tu puisses venir faire le meetup. Parce que moi, je pense que c'est à 2, à moins 5. Mais par contre, Marem, c'est le master, quoi. C'est le master. Ok, bon, merci beaucoup, hein. Merci pour vos réponses. Et ça montre que vraiment vous êtes intéressé à ce métier. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est on entend parler de l'intelligence artificielle partout, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, à l'université, à la maison. Mais, mais en réalité, il faut savoir que l'IA n'est pas quelque chose de totalement nouveau, quoi. Il existe déjà depuis plusieurs années. Et elle fait déjà partie de, nos- de notre quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte. Bon, exemple là, j'ai mis des exemples. Bon, avant de continuer, là, c'est notre feuille de route. Donc, en premier lieu, on a l'introduction, pourquoi l'IA, donc une petite histoire de l'IA, la genèse, d'où vient l'IA. Donc, après, comment l'IA apprend-elle, les types d'IA, les exemples, plus une petite démonstration si le temps nous le permet, les limites et les risques. Donc, utiliser l'IA sans être expert. Et peut-être à la fin, on va parler du futur de l'IA. Donc, tout à l'heure, pourquoi tout le monde parle d'IA? Et pourtant, on utilise l'IA même des fois sans en rendre compte. Par exemple, quand on déverrouille notre téléphone avec le Face ID, c'est de l'intelligence artificielle qui reconnaît notre visage. Donc, un autre exemple, quand vous suivez sur Netflix, Netflix vous propose des films ou bien des séries. Donc, tout ça, c'est de l'IA. Donc, il analyse vos préférences pour vous recommander du contenu. Un autre exemple aussi sur Gmail, le tri automatique de vos spams. Donc, c'est encore une IA qui décide quels messages sont importants ou non. Euh, nous utilisons tous les jours le Google Maps. Oui, les Google Maps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est de l'IA derrière, quoi. C'est de l'IA derrière. Donc, en réalité, il faut savoir que l'IA n'est pas quelque chose qui arrive dans le futur. Elle est déjà là, partout, autour de nous, à la maison, dans nos smartphones, tout. Donc, ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas son existence, mais plutôt sa visibilité et son accessibilité. Donc, avant,
Avant, l'IA était utilisée vraiment en arrière-plan dans les systèmes et aujourd'hui, elle est directement dans nos mains. Et c'est par ça que tout le monde en parle autant. Pas parce qu'elle devient un outil que chacun peut utiliser, que ce soit euh, pour, pour apprendre, pour travailler ou bien pour créer d'autres choses. Donc, avant même d'aller plus loin, il est important de corriger certaines idées reçues sur l'intelligence artificielle. Donc, parce que souvent, on imagine des choses qui ne sont pas la réalité. Donc, en premier, nous avons l'IA est un robot qui pense comme un humain. Donc, ça, vraiment, il faut l'enlever de nos idées. Il faut savoir que l'IA ne pense pas, elle ne comprend pas comme un humain, mais elle fonctionne juste en analysant des données et en les calculant, et en calculant surtout des probabilités pour donner une réponse spécifique. Donc, en deuxième, nous avons l'IA, c'est de la magie incompréhensible. Mais en réalité, derrière l'IA, il y a des choses qui sont vraiment concrètes. Par exemple, les mathématiques, les statistiques, ainsi de suite. Et en troisième, nous avons par exemple l'IA, c'est comme dans les films, comme Terminator et les autres films là. Mais en réalité, l'IA actuelle est très différent par rapport à ça. Donc, on parle d'IA spécialisée ou bien étroite, mais elle est très performante dans une tâche précise, mais complètement limitée en dehors, quoi, en dehors de ça. Donc, juste, c'était juste une petite introduction à l'IA. Donc, il faut juste savoir que l'IA n'est pas un humain, ni de la magie, ni un robot autonome comme dans les films. Alors, revenons 70 ans en arrière. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est apparu peut-être en 2022 avec l'avènement de ChatGPT et les autres outils. Mais en réalité, l'IA a plus de 70 ans d'histoire. Donc, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un buzz temporaire, mais c'est vraiment une technologie qui a évolué lentement, donc étape par étape, grâce à des chercheurs, des scientifiques, des, des ingénieurs et des innovations successives. Donc, on va partir en 1950 avec les débuts avec Alan Turing, qu'on appelle souvent le père de l'informatique. Maintenant, tout a commencé avec ce mathématicien. Il a posé une question à travers un article. Donc, la question va être vraiment révolutionnaire à savoir, est-ce qu'une machine peut penser? Donc, à cette époque, les ordinateurs étaient vraiment très limités, mais cette question a ouvert la voie à toutes les réflexions scientifiques. Donc, il propose même un test appelé le test de Turing, donc pour évaluer une machine peut imiter bien un comportement humain. Maintenant, au fur et à mesure que les scientifiques, les ingénieurs, ils se plongent sur la recherche à travers la question de Alan Turing, donc quelques années après, les travaux d'Alan Turing vont susciter un groupe de scientifiques américains dont je pense John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. Donc, ils vont inviter plusieurs chercheurs à une conférence à Dartmouth en 1956. Donc, c'est lors de cette conférence c'est lors de cette conférence que le terme intelligence artificielle est officiellement introduit dans le monde. Donc, à partir de là, une idée forte apparaît. Donc, et si on pouvait reproduire l'intelligence humaine avec une machine? Donc, les chercheurs commencent donc
à s'intéresser à une question vraiment essentielle, à savoir comment l'humain, comment l'humain apprend-il, comment il raisonne. Donc, l'objectif principal derrière ces questions était de comprendre ces mécanismes pour ensuite les reproduire dans des systèmes informatiques. Donc, après, après ces avancées-là, en 1956, bon, après la conférence, les recherches en intelligence artificielle connaissent vraiment un premier essor avec les premiers systèmes euh, qui sont développés, donc, capables de résoudre certains problèmes simples. Donc, un moment clé arrive ensuite avec un chercheur nommé Frank Rosenblatt. Donc, avec Frank, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le perceptron. Donc, le perceptron est un des premiers modèles capables euh, d'apprendre. Donc, le perceptron est basé sur une idée inspirée du cerveau humain, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de neurones. Même, même s'il même s'il était très simple, ce modèle marque vraiment une étape importante pour la première fois. Donc, pour la première fois, on a une machine qui pouvait vraiment apprendre à partir des données. Donc, au fur et à mesure que les chercheurs passent leur temps à chercher, à découvrir de nouvelles choses, donc il y a l'avènement des systèmes experts dans les années 80. Donc, avec les systèmes experts là, ils ont ce sont des programmes vraiment capables de prendre des décisions en suivant des règles définies par les humains. Par exemple, L'enregistrement est en cours. on peut, on peut prendre, diagnostiquer une maladie ou bien aider à prendre des décisions en entreprise. Donc, mais là, le problème, c'est que le système était très rigide. Donc, il fonctionnait uniquement dans des situations prévues à l'avance. Euh, Maintenant, dès qu'on sortait du cadre, du cadre du projet, le, le système il ne savait plus quoi faire. Mais n'empêche, les chercheurs, ils ont continué à faire des recherches, à vraiment trouver des outils performants, des outils qui peuvent faire avancer l'IA. Maintenant, c'est en 2020, bien avant même le machine learning était là, mais c'est en 2020 qu'on a un boom avec la grande révolution, la grande évolution du machine learning. Maintenant, là, ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que au lieu de programmer toutes les règles à la main, comme on le faisait avec les systèmes experts, là, on commence à donner des données à la machine. Donc, elle apprend toute seule, autant que moi, à reconnaître des patterns. Maintenant, ça, c'est un changement majeur, quoi. C'est un changement majeur à l'époque. Donc, on passe d'un système rigide à un système qui apprend. Donc là, la machine avait la capacité d'apprendre les choses à partir des données. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je n'ai pas vu sur... ok, c'est bon. Donc, après, après, après l'évolution du machine learning, bien sûr, toujours les scientifiques, les chercheurs, ils ont vraiment soif de connaissances, de découvrir de nouvelles choses. Maintenant, c'est en 2012 que vraiment qu'on a l'ère de l'intelligence artificielle qui est marquée par l'avènement d'un modèle appelé AlexNet, donc qui est là. AlexNet qui fait des résultats impressionnants en reconnaissance d'image à l'époque. Vraiment, c'est grâce à la puissance des ordinateurs et des grandes quantités de données. Maintenant, là, les réseaux de neurones deviennent beaucoup plus efficaces. C'est là qu'on note le début vraiment de l'IA moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors,
Euh, Puis en 2022, là, nous sommes dans une nouvelle phase. Donc, c'est l'IA générative. Donc, des outils qui sont capables de produire du texte, de créer des images, du code, du contenu complet, ainsi de suite. Donc, on a des outils comme ChatGPT, Claude. Donc, l'IA n'est plus seulement utilisé par les chercheurs ou les entreprises, mais maintenant, il est utilisé par tout le monde. Il est accessible par tout le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA n'a pas apparu n'est pas apparu du jour au lendemain. Donc, elle est le résultat de plus de 70 ans de, de recherche. Et ce que nous voyons aujourd'hui est seulement une étape très importante. Et si on comprend son histoire, on comprend mieux son fonctionnement et son futur. Alors, sûrement vous vous demandez la question à savoir, d'accord, Mohamed, depuis 70 ans, on a l'IA. Mais pourquoi en 1950, l'IA n'était pas aussi développée que ça? Ça, peut-être, c'est une question à se poser il y a 20 ans ou bien il y a 30 ans en arrière. Donc, la réponse, elle est très claire. En fait, il y a trois grandes révolutions qui se sont produites en même temps. En premier lieu, nous avons les données. Donc, la première révolution qui est les données. Avant, par exemple, avant, les machines n'avaient presque pas d'exemple pour apprendre. Bon, il y avait les algorithmes, les modèles étaient là, mais ils n'avaient pas assez de données. Ils n'avaient pas assez de données pour apprendre, ou bien pour faire entraîner ces modèles. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse avec l'Internet, les réseaux sociaux, les smartphones ont produit énormément de données, des millions de photos par jour, bien des milliards même, des vidéos, des messages, des documents. Et tout cela devient une source d'apprentissage pour l'IA. Par exemple, je peux donner l'exemple pour reconnaître un visage plutôt. Elle dépend avec des millions d'images ou bien apprendre du texte, elle apprend avec des milliards et des milliards de phrases qu'on lui soumet. Donc, plus il y a de données, plus l'IA devient précise. Donc, on ne peut pas, on peut dire que sans données, il n'y a pas d'IA performant. On peut dire que c'est le carburant, quoi. C'est le carburant de l'IA. Deuxième révolution, on a la puissance de calcul. Là, après avoir des données, c'est bien d'avoir des données, mais encore faut-il avoir, ou bien faut-il pouvoir les traiter. Aujourd'hui, on utilise les GPU. Bon, donc les GPU, ce sont juste des processeurs qui sont capables de faire des calculs en parallèle avec à très grande vitesse. Donc, ce qui prenait des semaines à l'époque, ou bien des mois, peut aujourd'hui être fait en quelques heures ou bien en quelques jours. Donc, on parle d'une puissance jusqu'à 1 million fois supérieure à celle des années 80. Vous voyez que les GPU ont vraiment évolué entre 1980 et 2026. Donc, c'est cette puissance-là qui permet aujourd'hui d'entraîner des modèles très complexes. Et enfin, on a les algorithmes, troisième révolution. Donc, ce sont eux qui permettent à la machine de comprendre comment apprendre. Et juste en 2000, en 2017, je pense, il y a une avancée vraiment majeure qui apparaît avec l'architecture des transformers. Donc, sans entrer dans les détails techniques, vu que le thème est vraiment pour tout le monde et accessible à tout le monde. Donc, c'est juste une manière beaucoup plus efficace pour une machine de comprendre le langage, quoi. Donc, elle peut analyser le texte, comprendre les relations entre les textes
que l'utilisateur prompte, le soumet, et il peut générer des réponses cohérentes. Non, c'est cette technologie-là que pas mal d'entreprises ils ont utilisé comme ChatGPT, Claude et tout, pratiquement les autres grands modèles actuels qui existent. Donc, c'est ce qui permet aujourd'hui vraiment de discuter avec une IA presque naturellement, quoi. Donc, ce sont les trois révolutions qui ont permis vraiment, bon, qui n'existaient pas dans les années 80 et aujourd'hui qui ont permis l'avènement de l'IA avec ce boom, quoi. Alors, comment une IA apprend? Avant même de comprendre comment fonctionne une IA, je vais vous poser une question vraiment simple. C'est que vous, en tant qu'humain, comment est-ce que vous apprenez vos leçons, ou bien vous apprenez quelque chose de nouveau, vous apprenez un nouveau langage de programmation. En fait, comment vous faites quoi? Comment vous faites dans la vraie vie? Donc, bon, je réponds à la question juste. On apprend toujours de la même manière, hein, que ça soit à l'école, à l'université, à la maison. On apprend toujours de la même manière. Donc, la première des choses que l'humain fait, c'est quoi? C'est on observe. Donc nous, on observe, on regarde des exemples à côté. Donc si c'est à l'école, on écoute un professeur, ou bien on lit, on regarde comment les autres font. Là, c'est la première étape de tout apprentissage en tant qu'humain. Donc ensuite, il y a la répétition. On pratique encore et encore. Maintenant, on peut faire des exercices, reprendre l'exercice. Ou bien si c'est un langage de programmation, je m'exerce, je fais le même exercice, après je fais encore le même exercice. En fait, ça, c'est la répétition qui permet de progresser dans ce que nous faisons. Donc, il y a autre chose aussi. Si on répète, ou bien si on observe, on peut se tromper. Et ça, c'est forcément, c'est forcé. C'est très normal aussi. Donc, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre sans se tromper. Après se tromper, il y a la partie correction. Donc, on comprend pourquoi on s'est trompé. Donc là, on ajuste, on s'améliore petit à petit, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Donc là, j'ai fait une toute petite comparaison entre l'humain et l'IA. Donc, l'humain en quelques centaines d'exemples, peut-être, il peut, il peut comprendre des choses sur des années. Or que si c'est l'IA peut avoir des millions d'exemples et les comprendre en quelques heures. On va revenir tout à l'heure. Donc, comment l'IA apprend? Avant même euh, d'arriver là-bas, on doit savoir ce dont l'IA a besoin pour apprendre. Parce que si c'est l'humain, l'humain il a besoin juste de son cerveau, peut-être de l'eau, ou bien pour manger, ainsi de suite, pour juste avoir de l'énergie. Mais si c'est l'IA a besoin de trois éléments essentiels, dont le premier, on en a déjà parlé tout à l'heure, à savoir les données. Les données qui est le carburant de l'intelligence artificielle. Donc, une IA apprend à partir des exemples. Par exemple, une photo d'un chat, on l'étiquette en tant que chat. Un email suspect, on l'étiquette en tant que spam ou bien en tant que email normal, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle apprend. Donc, à reconnaître des patterns. Plus il y a des données, plus elle devient précise et performante. Donc, on ne peut pas avoir d'apprentissage sans données. C'est le carburant. En deuxième lieu, nous avons le modèle. Donc, le modèle, on peut le voir comme le cerveau de l'IA. Donc, là,
que le cerveau de l'IA, comme par rapport à l'humain, son cerveau. Donc, le modèle, c'est le cerveau de l'IA. C'est une structure vraiment mathématique et des fois statistique derrière, souvent comme un. Oui, est-ce qu'il y a une question? Ok, c'est bon. Oui, est-ce que je ne peux. Comment faire pour limiter les erreurs? Oui, J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Comment faire pour limiter les erreurs? d'accord, mais bon, après peut-être on va en venir. Attendez, Allô, j'espère que là vous me recevez parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils ne me reçoivent pas. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc j'étais sur le modèle. Donc on peut le voir comme le cerveau de l'intelligence artificielle, hein, et c'est une structure, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est mathématique, souvent basée sur un réseau de neurones avec des milliers ou bien des milliards de paramètres derrière. Donc, ces paramètres ajust- vont juste ajuster pendant l'apprentissage. Donc, après, peut-être, on va revenir avec la question sur comment limiter ces erreurs-là. Donc là, on peut dire que le modèle, c'est ce qui permet à l'IA de transformer les données en intelligence. Donc, en troisième lieu, le troisième élément, c'est l'entraînement. En fait, le processus derrière. Donc là, on a le modèle, on a les données. Donc, il nous faut quelque chose vraiment qui puisse faire parler ces données, quoi. Donc, c'est là où tout se passe concrètement. Donc, on envoie les données dans le modèle qu'on a mis. Donc, le modèle fait une prédiction. On compare avec la bonne réponse, on mesure l'erreur, ainsi de suite. Donc, puis, on ajuste les paramètres. Ouais, donc là, je pense qu'il prend juste ce que l'humain fait, donc apprendre, répétition, erreur, après corriger en même temps. Donc, l'IA fait la même chose que l'humain. Alors, comment un modèle apprend? Là, nous avons vu comment une IA, de quoi une IA a besoin pour apprendre. Maintenant, voyons concrètement comment elle apprend, étape par étape. Donc, en réalité, c'est un processus assez simple. Bon, à notre niveau actuellement, c'est un processus assez simple, mais répété un grand nombre de fois. Toujours, hein, vous voyez qu'il y a les données qui sont là. Donc, on collecte des exemples et les étiqueter. Par exemple, si on veut mettre en place une IA qui doit faire la différence entre un chat et un chien, donc dans un fichier, on met des millions, peut-être des milliers d'images de chats, et dans l'autre fichier, on va mettre des millions, bien des milliers d'images de chiens, donc pour étiqueter au moins. Donc ensuite, on a l'entraînement, l'entraînement qui est l'initialisation. Donc là, le modèle regarde les exemples, il essaie de faire une prédiction, mais au début, il se trompe souvent et c'est très normal. Donc là, il y a la prédiction. Une fois que la prédiction part, on a la mesure d'erreur. Donc après chaque prédiction, on mesure à quel point le modèle s'est trompé. Donc est-ce qu'il est proche de la bonne réponse? Est-ce qu'il n'est pas proche de la bonne réponse?
ou complètement à côté, bon, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, ce sont des questions à se poser. Donc cette étape est vraiment importante car elle permet de savoir comment s'améliorer. Donc là, une fois qu'on calcule les erreurs, on a la rétropropagation. Donc c'est l'ajustement en quelque sorte. Ouais, c'est l'ajustement en quelque sorte. Comme l'humain, il a fait des erreurs. Bon, il a prédit, il a fait des erreurs. Donc, il doit se réajuster pour modifier les erreurs qu'il a fait, bon, pour les corriger quoi, en quelque sorte. Donc là, on modifie les paramètres pour réduire l'erreur. Donc, je pense que j'ai répondu à la question de tout à l'heure. Et c'est ici qu'on peut vraiment introduire une notion importante, c'est le paramètre. C'est comme c'est comme un bouton réglable quoi, à l'intérieur du modèle. Donc, si c'est haut, on peut le diminuer. Si c'est bas, on peut l'augmenter, ainsi de suite. Ainsi de suite, quoi. Donc, le modèle en possède vraiment des milliers, voire des milliards. Donc, par exemple, certains modèles comme ChatGPT euh, en ont des centaines de milliards, quoi, des centaines de milliards de paramètres derrière. Donc, l'entraînement ici consiste à trouver les meilleurs réglages possibles pour, pour, pour tous ces boutons. Une fois la rétropropagation finie, on passe ensuite à la répétition. Donc, on recommence, on prédit, on mesure l'erreur, on ajuste encore et encore, 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 des millions de fois pour vraiment avoir un modèle entraîné, un modèle vraiment bon, quoi. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir le modèle entraîné qui est là. À force de répéter, maintenant le modèle devient de plus en plus précis. Vous voyez, donc je ne dirais pas qu'il ne fera pas d'erreur, mais il va faire, bon, il fait moins d'erreurs, il reconnaît mieux les patterns, et il devient performant et à la fin, on obtient un modèle vraiment entraîné, prêt à utiliser. Donc, ce qu'on peut retenir dans cette étape, c'est quoi? C'est qu'une IA apprend en boucle. Donc, elle essaie, elle se trompe, elle corrige, elle s'améliore. Et ce processus répété des millions de fois donc, permet d'obtenir vraiment des résultats impressionnants. Alors, là, on va passer au type d'IA, bon, les sous-domaines de l'IA. Donc, tout à l'heure, on en a parlé des systèmes experts, le machine learning, le deep learning, et ainsi de suite. Donc là, on va commencer avec le système expert et le machine learning. Donc, avant, les machines étaient vraiment limitées. Donc, elles ne faisaient que suivre des instructions comme comprendre le problème. euh, L'humain devait comprendre le problème. Vous voyez, donc écrire toutes les règles à la main. Donc ça, c'est vraiment fastidieux et rigide. Donc, au fil des temps, on a maintenant le machine learning qui apprend tout seul. Donc, on change complètement d'approche là. On change complètement d'approche. Donc, ce n'est plus l'humain qui écrit ces codes-là pour mettre en place des règles, mais c'est la machine elle-même qui apprend et donne des résultats à l'humain. Donc, on peut lui donner des milliers et des milliers d'exemples. Exemple, si on veut mettre en place un modèle qui peut faire la différence entre, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une personne qui a allumé son micro? Ok. Là, par exemple, si on voulait mettre en place un modèle pour faire la différence entre des emails spam ou bien normaux, comme tout à l'heure, hein, on les étiquette, on les met peut-être dans des fichiers, on peut mettre 10 000 mails spam euh, dans un fichier et mettre dans un autre fichier 10 000 mails spam. Vous allez après donner à l'intelligence artificielle, lui,
il s'en charge, quoi. Il va voir les mots utilisés derrière, la structure des messages, les habitudes. Maintenant, et toute seule, elle va comprendre ce qui ressemble à un spam et ce qui ne l'est pas. Donc, elle crée ses propres, ses propres règles, quoi, en quelque sorte. Donc là, ce n'est plus l'humain qui met en place les règles, mais c'est l'intelligence artificielle elle-même qui met en place les règles. Donc, un autre sous-domaine de... Bon, avant d'aller là, on a les trois types de machine learning. On a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement. Donc, bon, on peut revenir sur l'apprentissage supervisé, par exemple. Ça, bon, là, on met en place une base de données où on a, comment dirais-je, le résultat attendu. Donc, de manière simpliste, on a le résultat attendu dans une colonne et toutes les autres variables sont des paramètres ou bien des choses qui peuvent amener à ces résultats attendus, quoi. Donc, ça, c'est l'apprentissage supervisé. Pour l'apprentissage supervisé, donc là, l'IA trouve elle-même ses patterns sans même qu'on lui donne le résultat qu'on s'attend. Donc là, pour l'apprentissage par renforcement, c'est l'IA qui apprend en interagissant avec l'environnement, hein, et elle reçoit aussi des récompenses. Donc l'autre sous-domaine de l'intelligence artificielle, plus particulièrement sous-domaine du machine learning. Donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est plus simple, c'est plus simple à expliquer, je pense, par rapport au machine learning. Donc, c'est quoi exactement le deep learning? Donc, le deep learning, c'est juste une technique d'intelligence artificielle qui utilise ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux de neurones artificiels. Donc, les chercheurs, ils se sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Comme dans notre cerveau, il y a des connexions qui permettent de traiter l'information. Donc, pour le deep learning, comment ça marche? On les subdivise en trois parties. On a trois couches. La couche d'entrée, la couche d'entrée, les couches cachées et la couche de sortie. Donc, pour la couche d'entrée, tout commence avec la couche d'entrée. C'est là que la machine reçoit des données brutes, hein, que ce soit une image, un texte ou bien un son. Maintenant, c'est à ce niveau que la machine ne comprend rien encore. Donc, elle reçoit juste de l'information. Après ça, on a les couches cachées. Donc, les couches cachées, c'est là que tout le travail se fait. Donc, il peut y avoir des dizaines, ou bien voire des centaines. Chaque couche va analyser les données qui ont été fournies et extraire les informations de plus en plus complexes. Donc, par exemple, pour une image, la première couche peut détecter juste les lignes. Donc, la deuxième couche peut détecter juste les formes qui sont au niveau de l'image. La troisième peut détecter les objets, ainsi de suite. Petit à petit, la machine va comprendre ce qu'elle voit exactement sur l'image. Donc, enfin, on a la couche de sortie. C'est elle qui donne le résultat. Donc, vous lui avez fourni une image de chat. Donc, c'est au niveau du couche de sortie qu'on a les probabilités, soit si c'est un chat, ou bien c'est un chien, ou bien le chèque là que tu as mis sur l'IA est faux, ou bien c'est un vrai, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après avoir analysé toutes ces informations-là, la machine va prendre cette décision au niveau de la couche de sortie. Donc, pourquoi le deep learning est
si puissant, quoi. Donc, il permet à comprendre des choses vraiment complexes. Donc, par rapport au machine learning, il permet vraiment de comprendre des choses qui sont complexes, de reconnaître des images, des voix, du texte. Ouais, donc, il apprend automatiquement sans qu'on lui explique tout. Il suffit juste d'ajuster, de lui donner les données qu'il a besoin, les données qu'il a besoin, et ensuite il va faire le job, quoi. Il va faire le job à votre place. Donc, jusque-là, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre sur le chat pour qu'après on puisse en discuter. Jusque-là, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, on arrive à une partie vraiment très importante. Sur la conversation. D'accord, d'accord, je vais noter ça. Maintenant, on arrive à une partie très importante, celle que vous utilisez, celle que nous utilisons nous tous peut-être déjà tous les jours, hein, sans en rendre compte, c'est l'IA générative. Donc aujourd'hui, la forme d'IA la plus visible est celle qui a vraiment démocratisé l'intelligence artificielle, c'est l'IA générative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA générative dans sa globalité? Donc, on peut dire que l'IA générative, excusez-moi. Ok, là, je pense que le bruit, hein, j'ai généré des réponses. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc, l'IA générative est capable vraiment de créer du contenu nouveau à partir d'une instruction. Donc, contrairement aux anciennes IA qui faisaient seulement d'analyser, de classer, de détecter. Ici, l'IA, il produit quelque chose de nouveau. Par exemple, elle peut écrire du texte, elle peut générer une image, générer du code, ainsi de suite, même produire de la musique ou une voix. Donc, c'est pour ça qu'elle donne l'impression d'être vraiment intelligente. Donc, euh, des exemples concrets dans notre quotidien sont là aujourd'hui. Il existe plusieurs types d'IA génératives. Donc, sans doute, nous tous nous connaissons ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, ainsi de suite. Donc, ça c'est pour le texte, pour les images aussi. On a beaucoup d'IA qui existent pour le code et pour les audios et les vidéos. Vous voyez. Donc, là, vous avez pas mal d'exemples d'IA que vous pouvez utiliser, hein, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour l'audio et la vidéo, aujourd'hui, ils peuvent générer des voix réalistes, hein, des voix réalistes de la musique, des vidéos. Donc, l'IA devient créative dans plusieurs données, quoi, dans plusieurs données. Ok, maintenant, donc ce qu'il faut absolument comprendre aussi, ce qui est vraiment important, c'est quoi? C'est maintenant, il y a un point vraiment essentiel à retenir, c'est que l'IA générative ne comprend pas comme un humain. Donc, elle ne pense pas comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au début. Elle ne pense pas vraiment, donc elle n'a pas d'intention ou bien de ressentir quelque chose comme un humain. Mais en réalité, derrière, elle fonctionne comme ça. Elle analyse des milliards d'exemples derrière. Elle apprend des patterns, elle prédit ce qui est le plus probable. Par exemple, quand elle écrit
une phrase, elle ne réfléchit pas. Donc, elle ne réfléchit pas au sens comme nous, par exemple. Nous réfléchissons, nous allons utiliser quel mot après, mais lui, elle ne réfléchit pas vraiment. Donc, aujourd'hui, on ne demande plus seulement à la machine d'analyser, donc il y a vraiment un essor avec l'intelligence artificielle. On lui demande de créer ce qui change tout. Donc l'IA devient un outil de création, pas seulement un outil d'exécution. Alors là, des exemples peut-être sur le LLM, le grand modèle de langage. Donc maintenant qu'on va parler de ce de ce qui est vraiment derrière des outils comme ChatGPT, Claude, ce, ce qu'on appelle un LLM, un grand modèle de langage. Donc là, imaginez par exemple une personne qui a tout lu. Donc il a lu des milliers de livres, des milliers d'articles, des milliards et des milliards de phrases sur Internet et qui se souvient de tout. Donc cette personne va sûrement connaître les mots, comprendre comment les phrases sont construites et c'est comment les idées s'enchaînent. Ouais, donc un LLM fonctionne un peu comme ça, quoi, en quelque sorte. Donc là, son objectif principal, elle est simple. Donc, c'est de prédire le mot suivant dans une phrase. Donc, par exemple, le soleil se lève à. Donc, si c'est nous, c'est OK, quoi. On peut dire que le soleil se lève à, et lui, il va dire à l'est. Ensuite, il continue mot après mot après mot, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il construit une réponse complète. Donc, pourquoi ça donne l'impression qu'il comprend derrière? Donc, parce qu'il a vu tellement d'exemples, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une personne qui a lu vraiment des centaines de livres. Donc, il donne l'impression qu'il connaît les patterns de langage, qu'il comprend le contexte, vous voyez, qu'il peut adapter ses réponses et il peut même donner l'impression de réfléchir. Mais en réalité, il ne fait que prédire intelligemment encore et encore. Donc, après, on va revenir un peu sur la notion de token. Donc, une autre question peut-être, pourquoi c'est aussi puissant aujourd'hui, hein? Pourquoi c'est aussi puissant comme IA? Donc, elle a été entraînée sur des, des quantités énormes de données, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, elle possède des milliards de paramètres comme sur ChatGPT. Et il utilise des algorithmes vraiment très performants. Donc, c'est ce qui lui permet de répondre à des questions, d'expliquer des contextes, des concepts, et ainsi de suite, et d'écrire surtout du code. Donc, en résumé, on peut juste dire que le LLM, c'est juste une machine qui a appris le langage, hein, qui a appris le langage en lisant énormément de textes derrière. Et il génère des réponses mot par mot. Et c'est cette idée simple appliquée à très grande échelle. Donc, qui donne des résultats impressionnants aujourd'hui. Alors, euh, Chat, bon, prenons l'exemple de ChatGPT, comment ça marche vraiment. Donc, au quotidien, on l'utilise, mais la vraie question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe réellement derrière quand vous utilisez quand vous utilisez votre smartphone?
pour poser une question à ChatGPT ou bien à Claude AI, ainsi de suite. Donc, c'est assez simple, quoi. C'est assez simple. Je l'ai juste résumé là pour que vous puissiez avoir vraiment quelque chose de concret et de bien comprendre les choses sans utiliser des jargons vraiment techniques, quoi. Donc, tout commence par ce que vous écrivez. Donc, c'est ça qu'on appelle un prompt. Donc, c'est simple. L'instruction que vous donnez à l'IA, par exemple, expliquez-moi la blockchain en trois phrases simples. Et ça, c'est très important. Donc, plus votre prompt est clair et précis, tu auras une meilleure réponse de l'IA. Par exemple, il y a une très grande différence entre poser une IA. Vous lui dites expliquer la blockchain, ça c'est un. Expliquer la blockchain comme si j'avais 10 ans et expliquer la blockchain en 3 points clés. Donc là, c'est des choses vraiment qui sont différentes. Et peut-être dans les jours à venir, il y aura un thème spécifique sur le prompt engineering, Inch'Allah. Donc, une fois que l'utilisateur tape le prompt, donc derrière, il y a ce qu'on appelle la transformation en token. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits morceaux de texte que la machine peut comprendre. En fait, la machine, elle ne comprend pas ce qui veut dire bonjour ou bien je suis Mohamed, je m'appelle comme ça, ainsi de suite. Non, la machine ne connaît pas ça. Donc, si vous écrivez bonjour Mohamed, la machine va les transformer en token. Donc, il va prendre exemple bonjour comme un token, Mohamed comme un token, comme un token, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'IA ne lit pas comme nous, mais elle traite euh, ces blocs-là, ces blocs de texte derrière. Donc, une fois que cette conversion en token passe, il y a le traitement par le modèle. Donc, le modèle entre en action et il analyse la demande, il comprend le contexte général. Donc, le contexte est très important, hein. Donc, tout à l'heure, je l'ai mentionné de dire, exemple, explique-moi la blockchain, explique-moi en 3 mots, bien explique-moi comme un enfant de 10 ans. Donc, là, c'est le contexte. Ensuite, il calcule la réponse la plus probable des, des mots. Donc, tout cela est possible grâce à des paramètres. Maintenant, ces paramètres vont permettre au modèle de connaître les patterns et de construire une réponse vraiment cohérente. Maintenant, une fois que vous tapez votre question, la conversion en token et le traitement par le modèle, donc la dernière étape, c'est la génération mot par mot. Donc, la génération de votre réponse. Exemple, ChatGPT ne gère pas toute la réponse d'un coup. Donc, il- il ne génère pas directement la réponse comme ça. Donc, il génère mot par mot. Si maintenant il prédit un mot, puis puis le suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, donc en tenant compte de votre question et du contexte et de ce qu'il a déjà écrit, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça ok, excusez-moi. Ok. Donc, en résumé, on peut dire que là, vous écrivez une question, donc l'IA, il transforme votre question en token, donc il fait la conversion en token. Après, il y a le calcul, donc le modèle calcule la réponse et il génère directement le texte mot par mot, et tout ça en quelques secondes seulement. Donc là, on a une toute petite définition, à savoir l'instruction. Donc le prompt, c'est une instruction que vous donnez à une intelligence artificielle. Donc la qualité de votre prompt donc, détermine directement la qualité de la réponse. Ce qu'on a dit tout à l'heure à expliquer est différent d'expliquer comme si j'avais
Expliquer, comme si j'avais 10 ans, est vraiment différent de explique en lisant 5 points clés. Ok. Maintenant, toujours sur les exemples avec la reconnaissance d'image. Donc, comment l'IA voit, bon, comment une intelligence artificielle voit une image. Parce que contrairement à nous, on peut voir quelque chose, mais l'IA ne voit pas une image comme un humain. Donc, je m'explique. Si vous soumettez une image à l'IA, la première des choses, c'est quoi? C'est de les chiffrer. Donc, il va aller chiffrer. Par exemple, si c'est un chat ou bien une personne. Mais pour une IA, une image, ce n'est qu'un ensemble de chiffres. Donc, une image est composée de millions de pixels. Donc, de chaque pixel contient trois valeurs. Hein. Ce sont les trois valeurs-là, le RGB, donc rouge, vert, bleu. Donc, au final, l'IA ne voit pas un chat, mais il voit seulement des chiffres derrière, des matrices, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Donc, une fois que cette étape est passée, on a l'extraction des features. Et oui, mais bon, je pense que, ok, c'est bon. Là, le modèle, il commence à analyser ces données, quoi, derrière. Donc, il va extraire ce qu'on appelle les features, c'est-à-dire que ces caractéristiques importantes, c'est quoi? C'est que d'abord, il détecte euh, les bords, comme je pense que tout à l'heure, j'ai un peu frôlé là, cette réponse-là. L'IA détecte d'abord les bords, puis les formes, ensuite des parties de l'objet et enfin des objets complets, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si on lui soumet un chat, l'IA va voir l'oreille, de voir les moustaches, et ainsi de suite, forme du visage, la texture, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, petit à petit, la machine va comprendre ce qu'elle voit. Bon, entre guillemets, ce qu'elle voit. Quoi. Ensuite, on a calcul de probabilité. Donc, une fois que l'analyse faite, l'IA ne donne pas directement une réponse. Donc, elle calcule les probabilités derrière, donc de voir si l'image qui a été soumise, c'est un chat à 94%, bien c'est un chien à 5%, bien c'est un lapin à 1%. Donc, elle estime ce qui est le plus probable pour donner la décision finale. Donc, à la décision finale, la réponse avec, va prendre la probabilité la plus élevée. Donc, ici, on a le chien avec 94%. Donc, il faut savoir que une IA ne voit pas une image. Donc, elle analyse les images à travers des chiffres. Donc, après ça, elle extrait des caractéristiques, elle calcule des probabilités derrière et elle prend une décision. Et c'est comme ça qu'elle arrive à reconnaître des images derrière. Ok. Donc là aussi, c'est un autre exemple hein, sur les recommandations de Netflix, par exemple. Tout ça se base vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc, vous regardez un film de science-fiction jusqu'à la fin, ça c'est un signal fort. Donc, il va vous proposer derrière euh, des films de science-fiction. Donc, si par exemple, vous commencez un film comédie, donc comique, là, et vous, au bout de 10 minutes, vous arrêtez ce film-là. Là, c'est un signal fort. Ça veut dire que bon, vous n'êtes pas intéressé
à ces genres de films. Donc, vous êtes plus intéressé à des films de science-fiction, ainsi de suite, quoi. Donc, des milliers d'utilisateurs similaires donc, à vous ont aimé le film X. Donc, est-ce que vous... Donc, ici, l'IA prédit... Bon, vous aimeriez probablement le film X, hein. Donc, c'est juste des données derrière, quoi. Donc là, une petite définition, donc technique de recommandation basée sur le comportement d'utilisateurs similaires. Donc des gens comme vous ont aussi aimé, donc c'est l'algorithme derrière Netflix, Spotify, Amazon, TikTok. Donc par exemple, si vous utilisez TikTok, exemple, et vous êtes toujours dans tout ce qui est cas de Mambia et Savon, et ainsi de suite. Donc, TikTok va vous proposer encore plus de Mambia et Savon que des contenus d'IA. Donc, il se base toujours sur ce que vous regardez jusqu'à la fin. Alors, on passe limite de l'intelligence artificielle. Maintenant qu'on a parlé de comment l'IA comprend, comment l'IA fait ses entraînements, ainsi de suite. Maintenant, on va parler d'un point vraiment important, peut-être le plus important quand on utilise de l'IA, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est quoi une hallucination? Donc, une hallucination, c'est par exemple quand une IA donne une information qui est fausse, mais elle donne l'information avec vraiment beaucoup de confiance derrière. Et c'est ça le plus dangereux. Parce que la réponse a l'air correcte, mais elle ne l'est pas forcément. Je ne sais pas si vous comprenez exactement derrière. Donc, pourquoi, pourquoi ça arrive souvent? Donc, pour comprendre, il faut revenir au fonctionnement du modèle, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Donc, un, un LLM ne cherche pas la vérité exactement, ne cherche pas la vérité, mais il cherche la réponse la plus probable, donc le token le plus probable derrière. Il ne vérifie pas, il ne vérifie pas les faits, il ne vérifie rien, donc il ne consulte pas une base de données en temps réel. Il prédit simplement mot par mot. Donc, ce, ce qui lui semble le plus cohérent, il prédit cela, il vous donne les résultats. Je peux donner pas mal d'exemples, hein. Par exemple, vous pouvez lui demander de citer 3 articles scientifiques sur l'IA en santé. Il peut il peut vous répondre avec des titres d'articles, des noms d'auteurs, des journaux scientifiques. Tout semble crédible, hein, tout semble crédible, mais en réalité, ces articles peuvent ne pas exister du tout. Donc, oui, il ne cherche vraiment pas à voir la vérité derrière, c'est parce qu'il ne pense pas. Euh, il prédit juste les mots les plus, les plus, les plus cohérents quoi, derrière. Donc, pourquoi c'est dangereux quand même? C'est parce que l'IA, il vous parle avec tellement d'assurance que vous lui faites confiance, quoi. Donc, elle structure bien ses réponses, elle donne des détails. Donc, on a tendance à lui faire confiance, mais il faut savoir que l'IA, elle peut se tromper ou inventer sans le dire. Donc, il faut vraiment euh, retenir cela. Les hallucinations ne sont pas des bugs aussi, il faut le retenir. Et c'est vraiment une limite naturelle du système. Donc, faites attention vraiment quand vous comptez des choses. Donc, vérifiez, lisez, regardez si les auteurs existent. Ouais. Donc, les bonnes pratiques peut-être essentielles à adopter sur les hallucinations, c'est quoi? C'est ne jamais utiliser l'IA comme source principale. Donc, il y a des gens, par exemple, ils peuvent lui soumettre leur sujet. Maintenant, l'IA prompt un texte vraiment
Machallah, ils ne lisent même pas le texte, mais bon, ils vont juste copier le texte après coller et après passer à autre chose, quoi. Ça, vraiment, c'est des choses à éviter. Donc, toujours vérifier les informations qui sont importantes, surtout les données scientifiques, les informations sensibles, à savoir les articles, les auteurs, les noms, ainsi de suite. Et de prendre surtout les décisions importantes, hein. C'est à vous vraiment de prendre ces décisions-là. Donc, sur les limites toujours de, de l'IA, on a les biais algorithmiques. Ça, par contre, on va parler vraiment d'un sujet qui est très important, qui est encore plus important. Donc, ce sont les biais dans l'intelligence artificielle. Donc, d'où viennent ces biais-là? Donc, une IA, par exemple, il apprend à partir des données. Maintenant, et ces données viennent du monde réel. Ouais. Donc, et que le monde réel contient déjà des biais, donc forcément, l'IA va apprendre de ces biais-là et parfois même de les amplifier. Donc, je peux vous donner un exemple qui s'est passé récemment, bon, en 2018, bon, entre 2015 et 2018, bien sûr. Amazon, ils avaient développé un outil d'intelligence artificielle. Donc, c'était un outil de recrutement basé sur l'intelligence artificielle. Donc, l'idée derrière était d'automatiser la sélection des CV. Mais le résultat a été problématique. Pourquoi? Parce que l'algorithme pénalisait systématiquement les candidatures féminines. Donc, parce qu'il n'avait pas été entraîné sur des données où les candidatures féminines sont favorisées. Donc, la majorité des candidats sur ces 10 ans-là où l'IA a été entraînée, la majorité étaient des hommes. Donc, la machine a appris que le profil masculin est plus chanceux d'être recruté que le profil féminin. Donc, ça, c'est un résultat d'un biais automatique. Donc, c'est une discrimination, je peux dire, involontaire. Donc, et Amazon a vraiment abandonné ce projet-là. Ils ont abandonné ce projet. Là, les autres limites, bon, on a par exemple pas de conscience, ça, nous tous nous le savons. Donc, après avoir parlé d'hallucination, des biais, aussi, l'IA n'a pas de conscience. Encore une fois, l'IA n'a pas de conscience. L'IA ne ressent rien, ne ressent absolument rien. Il n'a pas d'émotion. Donc, si vous parlez avec l'IA avec émotion, non, vraiment, vous vous trompez, quoi. L'IA n'a pas d'émotion, n'a pas d'intention aussi. Donc, quand elle répond, elle ne veut rien dire. Elle ne pense pas. Elle optimise une fonction mathématique derrière. Donc, si elle donne l'impression d'être humaine, elle ne vit aucune expérience réelle. Ça vraiment, Donc, un autre limite, c'est le contexte limité. L'IA a une mémoire vraiment limitée. Donc, on appelle ça une fenêtre de contexte. Donc, c'est la quantité de texte qu'elle peut comprendre à un moment donné. Donc, si la conversation devient trop longue, elle oublie. Elle oublie certaines informations, elle perd du contexte. C'est comme si vous lisiez un livre, mais que vous oubliez le début en arrivant à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'autre limite, qui est l'impact environnemental et qui me tient vraiment à cœur, en fait, les modèles sont entraînés aujourd'hui avec et ça demande d'énormes ressources donc en électricité, serveurs, data center, ainsi de suite. Donc, par exemple, entraîner un grand modèle peut consommer autant d'énergie qu'une ville pendant plusieurs jours. Ouais, donc, et même une simple requête consomme plus d'énergie
qu'une recherche classique sur Google ou bien sur les autres plateformes. Donc, il y a une réalité énergétique importante derrière. Donc là, nous avons les trois niveaux d'utilisation de l'IA pour les bientôt secteurs. On a, on a par exemple pour les utilisateurs low-code, donc ceux qui ne sont pas tech, peut-être ils peuvent utiliser ChatGPT, Midjourney, ainsi de suite pour le travail. Il y a au niveau des intégrateurs low-code, donc eux, ils peuvent utiliser des plateformes de workflow comme Make, NVTen, ainsi de suite, Copilot Studio. Donc là, et pour les développeurs, bon, par exemple, ils peuvent utiliser le OpenAI, API, Anthropic API, et ainsi de suite. Bon. Alors, le prompt, bon, là, vu qu'on aura un sujet vraiment dédié à cette partie-là, est-ce nécessaire vraiment de m'attarder là-dessus? Mais bon, on peut juste le frôler. Donc, une idée à retenir, une idée clé à retenir sur le prompt, c'est que la qualité de votre prompt détermine la qualité de votre réponse. Donc, par exemple, là, on a deux exemples. L'un dit à l'IA, écrit quelque chose sur l'IA, ça c'est vraiment vague, quoi. Donc, l'IA, lui, il va générer un très long texte, donc quelque chose qui est vraiment vaste par rapport à celui du drop. Il lui a demandé, tu es un expert en IA, explique en 5 points en français simple ce que c'est le machine learning cible, débutant, complet, pas de jargon technique. Vous voyez, donc là, il y aura une réponse vraiment précise, au bon niveau, directement utilisable, quoi. Donc vraiment, si vous êtes intéressé pour ce sujet-là, il y aura un meetup dédié à ça, Inch'Allah. Donc là, c'est les API, hein, donc ça, c'est pour les développeurs. Donc, alors, excusez-moi. Là, vers où va l'IA? Ça vraiment, c'est des questions qu'on doit se poser. Par exemple, là, actuellement, on est à l'ère des agents IA qui agissent de façon vraiment autonome et qui planifient, cherchent et exécutent sans intervention humaine, hein, à chaque étape. Je pense que la dernière fois, j'ai lu un post sur X. Le gars, je pense qu'il avait utilisé OpenCloud. Maintenant, il a donné tous les accès à OpenCloud, à son serveur. Donc, il dit que en un temps record, l'IA a changé tous ses accès. Donc, lui-même, le propriétaire des serveurs, il n'a plus accès à ses serveurs. Donc, des fois aussi, vraiment, il, il nous cause des problèmes, quoi. Donc là, nous avons les robots avancés. Donc, ce sont des robots humanoïdes. Actuellement, bon, ils prennent par imitation des environnements de tests réels, par exemple, dans les usines. Donc, ils peuvent remplacer peut-être les humains, ainsi de suite. Donc, il y a l'IA et la science. Il y a les AGI. Bon, là, par exemple, les IA générales. Bon, peut-être, il y en a qui disent que peut-être dans 10 ans ou bien dans 20 ans, ou bien c'est incertain. Bon, en quelque sorte, l'IA générale, c'est quoi? C'est que les chercheurs, ils veulent mettre en place quelque chose vraiment quelque chose qui est humain, quoi. Une IA qui imite l'humain, donc une IA qui vit comme un humain. Donc je ne sais pas si ces recherches-là sont
verront le jour un jour, peut-être en 2100, ou bien, je sais pas. Bon, pour le futur de l'IA aussi, je peux dire que l'Afrique n'est pas un spectatrice, n'est pas spectatrice, donc il y a plusieurs projets, par exemple au Rwanda, Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud. Vraiment, par exemple au Rwanda avec le Zipline, là, les drones autonomes, ils livrent des médicaments dans les zones rurales. Donc, je pense qu'ils ont fait plus de 10 millions de livraisons. Il y a les autres startups aussi. Donc, je ne sais pas pour le Sénégal, est-ce qu'on a des startups ou bien un produit mondial, quoi. Peut-être après, on va en parler. Donc là, ce sont les termes vraiment à retenir peut-être en tant que débutant ou bien en tant qu'étudiant comme moi. C'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est le machine learning, le deep learning, les LLM, l'IA générative, les paramètres, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses vraiment, des mots qu'on doit comprendre, des mots qu'on doit vraiment aller chercher. Donc, je pense que c'est ce qui met fin à la présentation. Ça, bon, peut-être ce sont ces trois réflexes à adopter dès ce soir. Donc, c'est la curiosité, l'esprit critique et la participation surtout sur les méthodes, sur les organisations, hein. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention. Si vous avez peut-être des questions ou bien des suggestions par rapport à ça aussi, je suis. Ou bien même des suggestions, hein, parce que il y a pas mal de personnes qui sont là en tant que master ou bien en tant que... Ouais, il y en a. Il y a un des masters qui vient d'envoyer un message, même Alpha. Donc aussi, n'hésitez pas vraiment à rejoindre la communauté Gaussian AI. Bon, il propose vraiment des choses extraordinaires, donc n'hésitez pas à y intégrer, hein. Allô, allô, si vous avez des questions, bien des choses, eh bien tout est clair. Ça, par contre, c'est pas bon signe, hein.
Mohamed Ndiaye. Oui, Il y a Moustapha Saad qui veut prendre la parole. oui, 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 oui. Oui, 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 vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Bonsoir. En fait, je voulais demander pourquoi des fois quand on pose des questions à une IA, ou bien lorsqu'on démarre une discussion et qu'on revient une prochaine fois, l'IA ne revient plus sur le même contexte. Bien, du coup, on est obligé de revenir et de lui redire ce qu'on avait dit. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je note ça. Et l'autre? C'est notre personne. Oui, oui, une autre question, s'il vous plaît. Bon, donc merci beaucoup d'abord pour la présentation. C'était très clair, machallah. Donc, je voulais demander, est-ce qu'il y aurait maintenant des méthodes qui nous permettraient de lutter contre ce problème d'hallucination? D'accord, merci beaucoup. C'est noté. Un autre, s'il vous plaît. Oui, Mohamed Sa, je peux poser ta question, hein. Oui, merci. En fait, je voulais aussi demander, en gros, est-ce que les limites de l'intelligence artificielle, ça veut dire des fois, lorsqu'on lui pose une question, elle dit qu'elle ne peut pas répondre à ceci, ou bien que ses informations ne sont pas concrètes, ou bien qu'elle ne peut pas avoir la réponse actuelle. Est-ce que c'est dû au fait que son algorithme n'est pas complet, ou bien peut-être que c'est notre question comment dire, qui est un peu erronée dans son cerveau ou bien qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ok, merci beaucoup, Mohamed. C'est noté aussi. Je pense que là, j'ai trois questions.
Oui, 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 s'il vous plaît. La présentation que vous venez de faire pour nous, vraiment, c'était très enrichissant. Alors, ma question, c'était, actuellement, là où on voit le monde, on voit que le métier de développeur est un peu menacé par l'évolution de l'IA. Maintenant, j'aimerais comprendre actuellement les développeurs, comment ils utilisent l'IA dans le travail. Comme, j'aimerais comprendre comment ils font. Est-ce qu'ils génèrent leur code, ensuite faites ce qu'on appelle du reverse engineering, ou bien j'aimerais comprendre comment eux ils utilisent l'IA. Merci. Merci beaucoup, là j'en ai quatre. Euh, Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux revenir. Oui, Babacar. Bonjour, c'est Babacar. Je voulais vous poser une question. Euh, Qu'est-ce qui veut dire conversation entre temps? Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Ma question c'est